Bonjour à tous, bienvenue pour cette série de webinaires, première rencontre. Aujourd'hui, il y aura une série de 4 webinaires tout au long de la semaine. Vous avez été très très nombreux à répondre effectivement à l'appel, puisqu'on a enregistré vendredi plus de 450 personnes inscrites. Je crois qu'on a dépassé les 120 là déjà ce matin, et je crois que ça continue à se connecter. Vous êtes plusieurs. Oui, on est déjà à 135 et ça ne fait que monter encore. C'est un record pour nous d'ailleurs. C'est un record pour nous pour nos webinaires. D'habitude, 135, c'est plutôt le nombre d'inscrits et on a une centaine de connectés. Donc là, déjà connectés dès le début de la session, 135, on en est très On est content. ravis. Ça montre qu'effectivement le sujet interroge, intéresse. Et on va essayer d'apporter un certain nombre de réponses tout au long de cette semaine. Vous savez que c'est un sujet qui est aussi inscrit dans la feuille de route nationale pour l'amélioration de la sécurité des patients et des résidents, que c'est aussi cette année 2025 l'année en fait de la santé mentale, puisque ça a été inscrit comme grande cause nationale. Et donc, il nous a semblé important, parce que vous savez que Calva travaille déjà depuis quelques années sur la prévention du risque suicidaire, de faire cette série de webinaires. Je tiens à remercier particulièrement Caroline Bizet et Fabrice Violand, qui seront aussi les intervenants aujourd'hui. On va les présenter dans un instant. Alors, notre programme de la semaine, très rapidement, on a une séance introductive aujourd'hui qui est plus qu'on aurait pu intituler Prévenir, dans le sens où l'idée, c'est de faire un état des lieux des situations de suicide en établissement, et puis des politiques qui existent, et puis ensuite, bah, justement, la politique nationale, et comment en pratique on fait dans les établissements, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre en priorité. On verra ensuite, on va détailler un petit peu tout au long de la semaine, notamment demain, on va détailler plus la sécurisation de l'environnement des patients et des résidents et des personnes accompagnées. On verra beaucoup plus, on s'intéressera jeudi à l'évaluation, pas forcément du risque, mais l'évaluation plutôt des besoins. On va en parler aujourd'hui, on en reparlera jeudi. Et puis surtout, une fois que j'ai évalué ces besoins, qu'est-ce que je mets en œuvre derrière? Et puis, enfin, on parlera vendredi de l'accompagnement, de la postvention, accompagnement des patients, des résidents, accompagnement des autres patients, des autres résidents, accompagnement des professionnels. Et puis, on parlera aussi de l'analyse qu'il faut faire de ces actes suicidaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Et donc, on voit effectivement comment tout ça peut s'organiser par l'avenir. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser justement à faire un état des lieux des politiques et déjà un état des lieux des suicides en établissement, un état des lieux des politiques zéro suicide dans le monde. Donc, j'enlèverai ma casquette de coordinateur médical de Calva pour prendre celle de directeur médical du pôle santé mentale de Ramsay, santé qui comprend 35 établissements de santé mentale en France. Et puis, je passerai la parole ensuite à Caroline Bizet, qui est chef de projet au sein de la Direction générale de l'offre de soins au sein du ministère de la Santé et qui nous parlera de la feuille de route nationale pour la sécurité des patients et comment on a intégré la prévention du suicide en établissement dans cette feuille de route donc de prévention, d'amélioration de la sécurité des patients et des résidents. Et puis enfin, on a demandé à Fabrice Violand, qui est professeur de psychiatrie à l'université Paris-Saclay, qui est praticien hospitalier au sein de l'hôpital Paul Brousse et qui, vous verrez, a d'autres fonctions au sein du GEPS, qui travaille aussi, qui est professeur à l'université McGill à Montréal, qui est vraiment un spécialiste de la prévention du suicide. On lui a demandé de nous donner en pratique quelques clés pour comprendre et agir dans cette prévention. Et puis enfin, on se gardera un peu de temps pour des questions et y répondre. Et ça nous amènera, je pense, jusqu'à la fin de cette session, qui sera déjà bien remplie. C'est moi qui vais ouvrir un petit peu, je crois, la présentation, avec effectivement un état des lieux des politiques, et un état des lieux et
des situations de suicide et d'actes suicidaires en établissement, et puis qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, et puis l'état des lieux des politiques zéro suicide dans le monde, ce qui présage que effectivement le suicide puisse se prévenir. En effet, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il est possible de prévenir les suicides en établissement de santé, en établissement sanitaire, en établissement médico-social. On va, voilà, oui, ouais, je vais reprendre le, qui est, je vous ai mis ici quelques phrases, quelques idées reçues qu'on entend très régulièrement lorsqu'on fait des analyses systémiques d'accidents. Par mes fonctions, je suis amené à faire de nombreuses analyses systémiques après un suicide ou après un acte suicidaire grave. Et il est vrai que j'entends régulièrement, nous avons tout fait normalement. Le normalement, c'est pour les qualiticiens, c'est quelque chose toujours qui nous inquiète. Parce que normalement, c'est ce qu'on fait d'habitude, et puis peut-être que ce jour-là, on ne l'a pas fait. On entend aussi un patient qui veut se suicider, il va toujours réussir, il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter contre ça. Là encore, une idée reçue. On aura l'occasion d'aborder tout au long de la semaine, aujourd'hui, mais aussi les prochaines fois. C'est pour ça que je ne détaille pas plus. Pareil, autre idée reçue, parler de suicide à un patient, ça lui donne des idées. On verra que ce n'est pas forcément ça, et c'est même souvent le contraire. Et puis, moi, je n'évalue que les patients à risque. Sous-entendu, ça veut dire qu'avant de les évaluer, je sais déjà qu'ils sont à risque ou pas. Et donc là, effectivement, il y a peut-être à discuter sur le sujet. Alors, le, euh, chaque suicide est une catastrophe à l'origine de beaucoup de douleurs et de traumatismes chez les proches. Et il peut être un des événements les plus difficiles auxquels sont confrontés les professionnels de santé lorsqu'il survient en établissement. Il est considéré qu'un suicide impacte ainsi entre 6 et 14 personnes dans l'entourage direct du suicidant, sa famille, ses amis, ses camarades de classe lorsqu'il s'agit d'un élève ou un étudiant, les collègues de travail, etc. Et en fait, il va exposer par extension jusqu'à 135 personnes. On le reverra vendredi justement sur un peu plus en détail. Le suicide est un phénomène complexe qui résulte d'interactions de nombreux facteurs. Ces déterminants biologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux sont de mieux en mieux connus. Et parmi ces facteurs de risque figurent les troubles psychiques, bien évidemment, mais aussi des antécédents familiaux, l'appartenance à un groupe vulnérable, la précarité des conditions de vie, l'isolement, etc., etc. En fait, les idées suicidaires et les antécédents personnels de comportement suicidaire comptent parmi les facteurs de risque les plus importants, mais ce ne sont pas les seuls. En fait, les études épidémiologiques ces 20 dernières années ont permis d'identifier des actions permettant de diminuer de façon importante la mortalité, mais aussi la morbidité suicidaire. En fait, c'est pas un scoop. Le suicide est en très grande partie évitable. Alors justement, quelle est la réalité de ces suicides en établissement? On est parti d'une base déjà importante du nombre d'événements indésirables qui ont été signalés au sein du dispositif de signalement des événements indésirables graves associés aux soins, qui ont été remontés à l'HAS entre mars 2017 et juin 2021. Ça représente 795 actes suicidaires graves, soit une déclaration d'événements indésirables graves sur 5. Euh, L'HAS en a fait une analyse quantitative, qualitative, elle a fait une revue des bibliographies avec des limites à cette étude, que c'est effectivement basé sur la déclaration des professionnels et l'analyse qui est faite par eux, avec cette difficulté qu'on connaît de se remettre en question parfois. C'est difficile encore plus lors d'un acte suicidaire, qu'on a une sous-déclaration nationale des événements indésirables graves associés aux soins, mais probablement pas trop finalement des suicides, un peu plus des actes suicidaires, mais pas forcément des suicides. On l'a vu, ça impacte tellement de gens que c'est difficile de ne pas le déclarer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Aussi, la limite, c'est que cette base, ce rapport, n'a analysé que les événements indésirables graves, donc les suicides les plus graves, et pas forcément les tentatives de suicide qui ont eu moins d'impact pour le patient ou pour un résident. Et puis, peu de déclarations de suicide dans le secteur ambulatoire, voire pas du tout.
Pour essayer de compléter ça, on s'est basé aussi sur la base de signalement des événements indésirables de Ramsay Santé, qui est en fait une base consolidée de 54 000 événements indésirables signalés chaque année dans 135 établissements, qui sont d'ailleurs des établissements de santé mentale, mais aussi des établissements MCO, SMR, et des établissements aussi de centres de soins primaires, donc plutôt de médecine ambulatoire. On a repéré 679 actes suicidaires en santé mentale, plus particulièrement, puisqu'effectivement, on s'est intéressé plutôt sur les événements en santé mentale, des tentatives de suicide, des suicides, avec largement aussi une sous-déclaration des tentatives de suicide, peu d'analyses des tentatives de suicide, en moyenne que 5% d'entre elles étaient signalées, et puis là aussi encore une analyse difficile de se remettre en question, et puis aussi avec des outils aussi, il faut le reconnaître, qui d'aide à l'analyse et au questionnement qui étaient très généralistes et probablement trop généralistes. Et puis enfin, on a analysé aussi les suicides sur les 135 établissements, où là, effectivement, on a un système avec une équipe dédiée qui a permis de faire l'analyse plus détaillée de chacun des actes suicidaires. Qu'en est-il finalement? C'est que dans la population générale, le suicide et la prévention du suicide, c'est une cause mondiale puisque c'est un suicide toutes les 40 secondes dans le monde. C'est la quatrième cause de décès des 19-29 ans, après les accidents de la route, après la tuberculose et les violences interpersonnelles. Et on peut se dire que plus de personnes meurent de suicide que de guerre ou d'homicides confondus. Ça, c'est la population générale. En Europe, là, en France, on compte 13,4 suicides pour 100 000 habitants. C'est 28 suicides par jour, c'est 200 000 tentatives de suicide par an, 10 000 suicides par an. Ça place la France dans le peloton, malheureusement, de peu en Europe en termes de suicides, avec un sexe ratio qui est plutôt de 4 femmes pour un homme, non, pardon, 4 hommes pour une femme, en sachant que les femmes font 4 fois plus de tentatives de suicide que les hommes. Les modalités de suicide sont plutôt la pendaison, les armes à feu, l'utilisation de médicaments ou de produits toxiques ou le saut de grande hauteur. Ça, c'est la population générale. Alors, regardons dans les établissements de santé. Alors, l'établissement de santé, c'est un peu plus difficile d'estimer exactement parce qu'il n'y a pas de registre, contrairement à d'autres pays, comme dans les pays scandinaves, où là, il y a des registres spécifiques. Donc après, on a des estimations. On estime qu'en hôpital psychiatrique, c'est à peu près 30. Vous voyez que l'estimation varie entre 36 et 250 suicides pour 100 000 admissions. En hôpital général, c'est 2 suicides pour 100 000 admissions. Nous, ce qu'on observe sur un groupe de 135 établissements, c'est qui sont aussi bien des hôpitaux généraux que des hôpitaux psychiatriques. C'est une moyenne plutôt entre 17 et 35 en fonction des années suicides pour 100 000 admissions. En tout cas, on sait que c'est la première cause, on l'a dit tout à l'heure, d'événements indésirables graves associés aux soins qui sont signalés, 1 sur 5. Et vous voyez que ça touche, bien sûr, plus, en tout cas en termes de signalement, les établissements de santé, mais on voit que le secteur médico-social est largement représenté. Ne pensez pas que ça touche que le secteur psychiatrique. Vous voyez que c'est que 57% des suicides et des tentatives de suicide graves qui sont signalés en fait concernaient les établissements de psychiatrie. Et vous voyez que on a un nombre non négligeable de suicides et d'actes suicidaires en MCO, presque 1 sur 6. On touche le MCO et on en a un certain nombre aussi dans le secteur médico-social. Ce qu'on retient, c'est que déjà, ça survient plutôt la nuit, que déjà le sexe ratio, pardon, est de un homme pour une femme. On peut ne pas penser que là, cette fois-ci, les hommes se suicident plus que les femmes, en tout cas pas en établissement, et que ça touche effectivement pour 41% des personnes âgées, mais aussi les jeunes adultes, et on a même une recrudescence du nombre de suicides et d'actes suicidaires, autant dans la population générale qu'en établissement, de jeunes adultes
entre 18 et 25 ans, avec une explosion depuis le deuxième confinement de la crise Covid. La pendaison reste la modalité numéro un après le saut devant le saut en grande hauteur et un peu moins les médicaments, mais en même temps, l'utilisation des médicaments est beaucoup plus surveillée en établissement sanitaire ou médico-social, qui fait qu'effectivement l'accès à ces produits est plus difficile. De façon anecdotique, les armes à feu, ça reste encore anecdotique. Ça survient plutôt la nuit, le week-end et les jours fériés, c'est pas significatif. Et puis, on l'entend bien, effectivement, le contexte pathologique, la dépression arrive effectivement comme facteur contributif majeur, mais pas que. On retrouve, et c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est qu'aussi des pathologies chroniques, des pathologies longues, des pathologies invalidantes sont aussi des facteurs qui doivent faire penser effectivement à une conduite suicidaire pour un patient ou un résident. La situation clinique, la situation sociale, notamment l'isolement social, sont des choses à aussi qui doivent nous alerter sur effectivement le sujet et se dire qu'effectivement ces événements sont évitables pour 61% des professionnels qui ont fait l'analyse, en sachant que c'est probablement plus que ça encore. Quand on regarde les analyses de façon systémique, de façon plus détaillée, on va retrouver, vous voyez, les différentes causes selon le schéma de Reason, hein, puisque la méthode utilisée était la méthode alarme. On va retrouver des facteurs liés au patient. C'est celui qui est le plus fréquent, bien évidemment, le contexte pathologique, les situations cliniques, l'isolement social sont des points effectivement qui reviennent régulièrement effectivement dans les analyses comme facteurs contributifs. On va retrouver des facteurs liés aux soignants, comme la formation ou l'absence plutôt de formation à l'évaluation du risque des besoins des patients, des résidents, et puis aussi un défaut de soutien des professionnels seconde victime. Facteurs liés à l'équipe, on va y retrouver dans l'équipe la communication et notamment le partage de l'évaluation des besoins. Les besoins des patients ou des résidents ont été identifiés, et souvent, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que lorsqu'on analyse un suicide en établissement, il se trouve qu'un des professionnels, voire plusieurs des professionnels, avaient identifié au préalable des facteurs contributifs, des besoins du patient, un risque potentiel. Éventuellement, le patient, le résident avait annoncé son intention de se suicider, et malheureusement, cette information n'avait pas pu être partagée au sein du reste de l'équipe. Et donc, les moyens ensuite et les ressources à mettre en œuvre pour essayer de prévenir ce suicide, cet acte suicidaire, n'avaient pas pu être mis en œuvre de façon adaptée. Justement, dans les tâches à accomplir, c'est l'évaluation des besoins qui manque souvent, l'évaluation et la réévaluation, notamment le repérage. On va voir qu'effectivement, ce n'est pas forcément le signe le plus... moi, la démarche la plus significative à avoir en termes de prévention du risque suicidaire, mais elle est quand même importante. Et puis surtout, c'est l'absence de réponse au regard des besoins qui avaient pourtant été identifiés ou la réponse pas adaptée. La surcharge de travail va venir aussi, le défaut de surveillance malgré le risque, on l'a dit. Ce qui vient aussi souvent comme facteur contributif, c'est la sécurité de l'environnement, la sécurité du bâtiment, des mobiliers qui sont dangereux, des objets personnels du patient qui sont dangereux et qui ne sont pas forcément gérés. Ça aussi, c'est des facteurs contributifs qu'on retrouve régulièrement dans les actes suicidaires, quand on fait l'analyse des actes suicidaires en établissement. La pénurie du personnel, on y est tous confrontés. C'est vrai que quand on a moins de personnel, la surveillance est plus difficile, d'où l'importance de la sécurisation de l'environnement, pour ne pas faire reposer toute la sécurité sur du personnel qu'on n'a pas forcément. Le défaut d'accès à un avis psychiatrique aussi, et ça c'est un vrai sujet aussi, et puis l'organisation générale de la prévention. Enfin, la culture du risque, la politique de prévention sont des facteurs contributifs aussi dans les actes suicidaires. Donc on le voit, quand on regarde tous ces facteurs contributifs et qu'on connaît bien, on peut se dire qu'effectivement, un acte suicidaire en établissement
peut être prévenu. D'ailleurs, les Australiens considèrent que c'est un never event, un événement qui ne devrait jamais arriver, hein, au même titre qu'on avait des never events en France, et on les a toujours, des never events concernant des accidents médicamenteux. Eh bien, là, pour les Australiens, ils considèrent que le suicide fait partie, comme ces accidents médicamenteux, de ces never events. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais, mais en tout cas, il ne devrait jamais arriver en établissement, on entend bien, dans le sens où on devrait pouvoir arriver à les prévenir. Et lorsqu'ils surviennent, il est important, indispensable de les analyser, puisque ce sont des événements dits sentinelles aussi, puisqu'ils sont le reflet d'une organisation, d'une absence d'organisation au sein, ou de défaut d'organisation au sein de nos établissements. Alors, essayons de regarder ce qui se fait. Si on se dit qu'on peut aller vers des politiques zéro suicide, regardons ce qui a été fait un peu ailleurs dans le monde en termes de politique exemplaire. Une des politiques une des politiques qui a bien fonctionné et qui fonctionne très bien, c'est celle des hôpitaux des vétérans américains. Aux États-Unis, en fait, en 2012 sort un rapport accablant sur le suicide et notamment le suicide des vétérans américains qui alerte, puisque dans le monde, on a plutôt une diminution de l'ordre de 36% du nombre de suicides, alors qu'aux États-Unis, on a une augmentation dans le même temps de 17% du nombre de suicides. Donc ça a énormément interrogé. Une grande majorité sont des soldats américains. On est en pleine guerre en Afghanistan. C'est un impact fort pour les États-Unis et les hôpitaux des vétérans américains vont mettre en place une politique très ambitieuse pour prévenir ce risque suicidaire en mettant en place une checklist qui vise à réduire l'accès aux moyens aux gestes suicidaires. C'est aussi mettre en place des outils de détection et de repérage systématiques pour tous les soldats et vétérans américains avec un accès aux soins facilités et renforcés. Ils sont passés de 4,2 à 0,74 suicides pour 100 000 admissions, avec un maintien à ce niveau depuis 7 ans. Les, le Magellan Earth Services en Arizona, aux États-Unis, aussi a une approche très pragmatique sur la prévention du risque. En fait, puisque lorsqu'ils ont mis en place leur politique, en disant, en fait, c'est un changement de culture, en disant que un suicide, c'est déjà un de trop. Ils ont mis en place, ils ont vraiment travaillé sur le changement de culture en disant que le suicide était avant tout un problème systémique et pas celui seulement d'un thérapeute avec son patient. Ils ont mis en place des formations sur les gestes qui sauvent, les gestes qui permettent de prévenir, avec un repérage là aussi massif de toute la population qui est prise en charge au sein des hôpitaux des Magellan Earth Services. Et ils ont pu en 90 jours diminuer le nombre de suicides, même le réduire à zéro à l'échelle d'un comté, et en tout cas qui prend en charge les patients au sein de ces hôpitaux. Il y a des outils, et c'est ça aussi intéressant, qui sont des outils d'aide intégrés à la décision intégrée dans le dossier du patient informatisé, qui va être partagé avec une politique de prise en charge dans les 48 heures systématiques par une équipe dédiée. Avec un plan de soutien et de suivi. Il y a les caring letters qui sont envoyés, un petit peu à l'image de ce qui est fait dans Vigilance, qu'on verra en fin de semaine. Ils ont réduit de 67% le nombre de suicides en 3 mois, 42%, diminué de 42% chez les malades psychiatriques graves. Clinique Henry Ford à Détroit, pareil, repérage systématique et répété chez tous les patients, surtout hors psychiatrie. Donc là, c'était intéressant parce que c'était chez les gens qui présentaient des pathologies chroniques. La prise en charge est faite même en unité de soins primaires, même chez des gens qui ne sont pas des spécialistes de la psychiatrie. Mais par contre, il a fallu les former, il a fallu mettre en place des plans de soins, un suivi médical accru, et là aussi, diminution. Je passe assez rapidement sur la politique qui a été mise en place à l'échelle d'un État complet, comme dans l'Ontario, comme au Québec, avec une politique zéro suicide basée sur une sensibilisation, des formations,
des recommandations, la mise en place d'outils, de procédures. Et là aussi, ils ont réduit de 80% le nombre de gestes suicidaires. On notera aussi une intention d'État, 13 États ont signé une déclaration internationale pour essayer d'améliorer la santé des patients et notamment la prévention du suicide en se fixant comme objectif une politique zéro suicide. Cette déclaration a été signée en 2016, mais elle va surtout effectivement prendre de la hauteur grâce en fait à une politique appuyée par l'Organisation mondiale de la santé, une politique qui s'appelle Life, qui est basée sur quatre grands piliers. La limitation de l'accès aux moyens de suicide, l'interaction avec les médias pour une couverture responsable du suicide, la favorisation du développement de compétences socio-émotionnelles chez les jeunes. Donc effectivement, hein, puisque le suicide touche effectivement de plus en plus les jeunes. Et puis identifier précocement, soutenir toutes les personnes touchées par le suicide, l'accompagnement des suicidants, accompagnement de leur entourage. Ça, c'est effectivement une politique. Donc, c'est un guide qui a été proposé pour aider les États à mettre en place des politiques zéro suicide dans leur territoire. En pratique, cette ambition de tendre vers zéro suicide, ça se repose sur l'idée de partager le plus possible l'information, partager sur les suicides. On sait que plus on va parler de suicide, moins il y aura de suicides. Repérer et évaluer les besoins des patients, des résidents. Ça passe par un repérage systématique des patients en leur posant simplement la question. On reviendra sur le sujet un peu plus tard. Et puis évaluer les besoins individuels, évaluer la situation, partager cette évaluation et surtout mettre en place des protocoles, des conduites à tenir en fonction des niveaux de besoins. La sécurisation, gros point et pilier principal, la sécurisation de l'immobilier, du mobilier, de la gestion des effets personnels, l'accompagnement des professionnels, l'accompagnement des patients, le soutien des professionnels avec des dispositifs comme Vigilance. Et puis enfin, apprendre en formant les professionnels. On l'a vu, hein, toutes ces politiques, il y avait un très gros programme de formation, analyser les gestes suicidaires systématiquement pour apprendre aussi et ne faire en sorte que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas les prévenir le plus possible. Et puis, ça veut dire peut-être se doter d'outils pour aider à faire l'analyse et le retour d'expérience. Pour les professionnels, je vais passer très vite parce que Fabrice Joland va vous en reparler dans un instant. Sécuriser l'environnement, euh, évaluer les besoins individuels. Ça passe par le dépistage et l'évaluation complémentaire si effectivement le dépistage est positif. C'est une réévaluation. C'est la prise en compte de l'évolution clinique et sociale. Et ça, c'est important, le côté social qu'on oublie souvent. C'est apprendre à gérer l'événement. Ah, j'ai fait une petite bêtise, je suis plus. Voilà. Et puis, s'améliorer sans cesse, c'est travailler effectivement sur la traçabilité de tous les gestes, le retour d'expérience, et puis ne pas hésiter à s'évaluer, évaluer ses pratiques pour mieux les améliorer. Juste retenons que une politique comme ça, c'est une démarche managériale, ça doit reposer sur quatre piliers. J'aime bien représenter ces démarches managériales, pour ceux qui me connaissent, par cette tour Eiffel. Ça représente bien le schéma de Churchill, c'est-à-dire qu'effectivement, ça repose sur quatre piliers, une politique, une culture, une organisation, des outils. Ces quatre piliers soutiennent un édifice qui peut être ambitieux. Mais à l'image de la tour Eiffel, c'est d'abord, il doit y avoir quatre piliers et ces quatre piliers doivent être équivalents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste mettre en place des outils, vous ne pouvez pas juste mettre une organisation, vous ne pouvez pas juste faire de la formation. Il vous faudra aussi associer tout ça à une politique. Il vous faudra associer les quatre piliers. Si vous avez un pilier qui est trop gros par rapport aux autres, vous allez déséquilibrer votre tour Eiffel et elle va chuter. Si vous oubliez un des piliers, votre tour Eiffel tiendra sur trois piliers, mais dès qu'il y aura un peu de vent, et on est plutôt en période venteuse ces temps-ci, votre tour Eiffel va tomber. Donc, c'est important, effectivement, qu'on ait bien cette démarche qui repose sur ces quatre piliers, et il faut travailler ces quatre piliers en même temps.
Si on fait ça, si effectivement derrière on met en place une politique zéro suicide, on se donne comme ambition zéro suicide. Ça ne veut pas dire qu'on aura zéro suicide, mais comme on s'est donné une ambition forte, on va pouvoir se donner des moyens forts pour pouvoir y arriver et permettre justement d'avoir peut-être un peu plus de soleil radieux avec des patients et des résidents qu'on saura protéger de leurs démons, de leurs envies, de leurs idées noires et puis en même temps, protéger aussi nos soignants, parce que n'oublions pas que la seconde victime, c'est bien eux. Il faut aussi pouvoir les protéger. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention et je vous propose effectivement qu'on continue en laissant la parole à Caroline Bizet. Caroline Bizet est chef de projet qualité et pertinence au sein de la Direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé. Elle copilote la feuille de route nationale pour l'amélioration de la sécurité des patients et des résidents, et plus particulièrement un groupe de travail dont l'objet est justement la prévention du suicide. Donc, je lui laisse la parole pour nous parler justement de la politique générale que l'on peut avoir en France sur ce sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci à la SRA Calva pour son invitation à intervenir à ce webinaire. En effet, je vais vous présenter de manière assez synthétique comment la prévention du suicide peut s'inscrire dans une dynamique plus large de sécurité des patients à travers la feuille de route nationale que nous avons construite pour la période 2023 à 2025. Donc, le point de départ de cette feuille de route, c'est la publication en 2021 des résultats de la dernière étude ENEIS, donc une étude qui porte sur les événements indésirables associés aux soins en établissement, qui globalement a montré une baisse significative du nombre des événements indésirables graves, évitables et de leur gravité, mais qu'il restait quand même une proportion de ces événements jugés évitables très importante à hauteur de 34%. Donc, c'est sur cette part d'événements jugés évitables que nous souhaitons agir en portant donc cette feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents. Cette feuille de route s'appuie également sur les enseignements du Programme national sécurité des patients qui a été conduit entre 2013 et 2017, qui a permis de nombreuses avancées en matière de gestion des risques associés aux soins, notamment avec la mise en place de la déclaration obligatoire des événements indésirables graves associés aux soins pour tout professionnel. Et cette feuille de route s'inscrit également dans les orientations internationales, notamment à travers donc, le plan d'action mondial pour la sécurité des patients 2021-2030 qui est porté par l'OMS. Donc, les objectifs de cette feuille de route sont assez clairs. Il s'agit de développer la culture sécurité sur l'ensemble du système de santé en élargissant le périmètre au-delà de l'hôpital, donc pour qu'il porte sur l'ensemble du parcours du patient et en incluant les secteurs de la ville et du médico-social. On sait que les démarches sont à des niveaux de maturité différents et l'idée, c'est de progresser ensemble et de s'adapter aux réalités de terrain. Un des objectifs est aussi de rendre plus lisible et de mettre en cohérence pour l'ensemble des professionnels et des usagers toutes les actions qui sont conduites en matière de sécurité des patients, que ce soit au niveau national, régional et ou local. Et puis de ne pas créer de nouveaux dispositifs, mais bien être en cohérence avec ce qui existe déjà, notamment ce que vous connaissez tous, la certification des établissements portés par la HAS, l'accréditation des médecins et des équipes médicales et bien sûr la réglementation relative à l'obligation de signalement des événements indésirables graves associés aux soins. Et puis enfin, un point essentiel, c'est de promouvoir la place des usagers pour faire reconnaître leur rôle fondamental pour améliorer la sécurité de leur prise en charge. Donc cette feuille de route, elle a été co-construite avec un comité de pilotage qui est composé de l'ensemble des partenaires impliqués dans la sécurité des soins, puisqu'il y a des acteurs institutionnels comme la DGOS, la DGS, la HAS, la FORAP, l'assurance maladie, France Asso Santé, des acteurs territoriaux comme les ARS, les structures régionales d'appui,
et puis des acteurs qui représentent les professionnels, comme des directeurs d'hôpitaux, d'établissements médico-sociaux, des directeurs de soins, des présidents de CME et des experts de la gestion des risques associés aux soins. Et donc, ce comité de pilotage a été chargé de construire cette feuille de route qui est assez pragmatique et qui repose sur 2 objectifs transversaux, 5 axes de travail et au total 26 actions. Donc là, voici une représentation du contenu de cette feuille de route avec ces 2 objectifs transversaux qui portent sur des piliers de la culture sécurité, donc tout ce qui est communication auprès des professionnels de terrain et des usagers pour faire connaître ce qui existe déjà et se faire approprier davantage. Et puis l'objectif numéro 2 qui porte sur la formation, on l'a évoqué, donc qui est très important pour faire progresser la culture sécurité, que ce soit pour les professionnels et également pour les usagers. Et puis, donc, ces 2 objectifs transversaux, ils infusent les différents axes de travail, donc 5 axes au total. Le premier axe porte sur le travail en équipe. Il est coordonné par la Haute Autorité de Santé et l'Association française des directeurs de soins. Le deuxième axe porte sur la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins, qu'il faut promouvoir davantage. Donc, cet axe est coordonné par la DGS et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. L'axe 3 porte sur la capitalisation des retours d'expérience. Il est coordonné par la FORA. L'axe 4, j'y reviendrai, est coordonné par la DGOS et porte sur des actions ciblées dans certains secteurs ou étapes de la prise en charge. Et puis l'axe 5 promeut la place du patient et de ses proches pour améliorer la sécurité et il est coordonné par France Asso Santé et le REVA de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais vous présenter l'axe 4, puisque effectivement, c'est celui-ci qui intègre la prévention du risque suicidaire. Cet axe porte sur des secteurs ou des étapes de la prise en charge pour lesquelles les événements indésirables graves associés aux soins sont évitables de façon plus fréquente ou plus grave. Et donc, nous avons souhaité inclure la prévention du risque suicidaire dans cet axe, puisque comme ça a été présenté précédemment, c'est une des premières causes de déclaration sur le portail de signalement des événements indésirables graves associés aux soins. Oui, on peut passer sur la diapositive suivante. Donc, pour conduire cette action, nous appuyons donc sur un groupe de travail composé de différentes parties prenantes et des partenaires mobilisés dans la prévention du suicide, notamment la DGS, puisque nous associons dans la conduite des travaux sur la stratégie nationale de prévention du suicide. Dans ce groupe de travail, nous avons aussi la HAS et nous appuyons aussi sur des expertises, notamment celle du GEPS, de la FORAP, dont la SRA Calva, des ARS et des représentants professionnels. Donc, l'action se décline en 4 sous-actions. Donc, tout d'abord, nous souhaitons travailler sur la sécurisation de l'environnement avec l'élaboration d'une grille de sécurisation du mobilier et de l'immobilier en établissement. Ces travaux devraient aboutir courant 2025. Nous souhaitons aussi renforcer le repérage du risque suicidaire en outillant les professionnels pour le faire au mieux. Ensuite, nous avons prévu de promouvoir des interventions post-gestes suicidaires en s'appuyant sur des dispositifs existants, comme le plan de prévention personnalisé, le dispositif vigilance ou encore l'établissement de plans de post-vention collective. Et enfin, nous souhaitons sensibiliser et outiller les professionnels à la déclaration de ces gestes suicidaires et les aider également à les analyser de façon non culpabilisante. Donc, voici les 4 actions qui sont déclinées dans cette action prévention du risque suicidaire. Donc, nous avons lancé cette feuille de route en 2023 et commencé à initier les premières actions. Et nous avons réalisé un premier bilan d'étape en 2024 à l'occasion de la Semaine nationale de sécurité des patients qui est disponible sur le site internet du ministère. Et en 2025, à l'occasion de la prochaine Semaine nationale sur la sécurité du patient qui aura lieu du 15 au 19 septembre prochain, nous réaliserons le bilan final des actions qui ont été menées jusqu'ici. De nouvelles actions pourront émerger et puis l'idée, c'est aussi de pérenniser les actions qui auront été lancées puisqu'on sait que l'installation d'une culture sécurité prend du temps. Et à l'horizon 2026-2027, nous avons aussi l'intention de renouveler les mesures de la culture sécurité en établissement et en EHPAD avec les partenaires impliqués sur le sujet.
Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Toutes les informations sont disponibles sur la page dédiée à la feuille de route nationale, donc sur le site internet du ministère de la Santé. Ah oui. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. On voit que c'est vraiment la boucle qui est bouclée. Nous, en termes de démarche qualité, hein, on n'arrêtait pas et on continuera à expliquer que le signalement des événements indésirables qui est fait dans les établissements permet, si on le consolide, de pouvoir mettre en place une politique qualité, sécurité dans un établissement, mais si on monte l'échelon au-dessus, ça va être au niveau de la région. Et puis si on monte encore au-dessus, dans les événements indésirables graves associés aux soins, bah, ça permet justement, ça a permis de pouvoir influer sur une politique nationale avec, voilà, influant jusqu'à la culture de sécurité au sein des établissements de santé sanitaires ou médico-sociaux. Et d'ailleurs, on pourra le remesurer de nouveau, effectivement, en 2026-2027. Ça qui, effectivement, nous plaît en tant que qualiticiens, c'est de voir aussi au-delà de l'aspect de la prévention du risque suicidaire, de voir qu'effectivement, tout ce signalement qui part des établissements, finalement, permet d'influer sur une culture générale au niveau national et une politique nationale. Et ça, c'est effectivement intéressant de le souligner. Merci, merci infiniment. Je pense qu'on reviendra pour une séance de questions tout à l'heure, effectivement, hein, sur le sujet. Je vais, pour nous laisser le temps justement de pouvoir continuer à discuter et répondre à vos questions qui, j'imagine, vont être nombreuses. On en a déjà quelques-unes en attente. Je vais passer la parole au professeur Fabrice Joland, qui nous fait aussi l'amitié de venir participer aujourd'hui. Il est, comme je le disais, professeur de psychiatrie à l'université Paris-Saclay. Il est praticien hospitalier à l'hôpital Paul Brousse en Île-de-France. Il est aussi professeur à l'université McGill à Montréal. Il est aussi président du GEPS, le groupe d'études sur la prévention du suicide, qui d'ailleurs, je crois, va émettre un certain nombre de recommandations d'ici peu de temps. Et vous voyez qu'il est très impliqué, effectivement, sur de nombreuses instances sur la prévention du risque suicidaire. Et on lui a demandé, effectivement, de nous parler de comment on fait en pratique, parce que c'est bien d'avoir une politique, mais en pratique, comment on fait dans les établissements. Et donc, je laisse la parole au professeur Fabrice Joland. Merci beaucoup et merci vraiment de votre invitation aujourd'hui et donc à participer à finalement la séance d'introduction de cette très belle semaine sur une question très très importante qui m'intéresse beaucoup et qui je pense a été longtemps oubliée. Elle n'apparaît pas par exemple dans la stratégie nationale de prévention du suicide. Alors heureusement, il y a tout le travail que vient de présenter Caroline par la DGOS. Donc c'est quand même un sujet qui est maintenant mis sur la table et on voit avec le nombre d'inscrits aujourd'hui que le sujet intéresse beaucoup et il y a beaucoup de questions. Voilà, donc j'ai aucun lien d'intérêt, j'ai rien à vous vendre, sinon la prévention du suicide, auquel je crois. Oui, le suicide est évitable, hein, Xavier l'a dit. Et on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Et on a plein d'exemples effectivement, ça marche quand on fait les choses. Donc il faut qu'on y aille, mais effectivement, il faut un petit peu avoir les idées claires où aller. La première question, bon, Xavier a largement répondu là-dessus. Pourquoi s'intéresser à la question finalement du risque suicidaire en établissement de soins? Eh bien, on l'a quand même longtemps entendu, hein. On a eu beaucoup de rapports sur la question du suicide depuis 1993, disons. Il y a eu un rapport en 75, mais le grand rapport sur le suicide en France, c'est 93, rapport Michel Debout, l'avis du Conseil économique et social sur le suicide. Et ensuite, il y a eu plein de choses, notamment par exemple la prévention du suicide en milieu carcéral, mais la prévention du suicide en établissement de santé, hein, c'est quand même, ça apparaît très clairement dans ce rapport de la HAS de 2022, dont Xavier a présenté les principaux résultats. Juste pour souligner hein, que donc c'est désormais un des premiers motifs de déclaration d'événements indésirables graves liés aux soins. Et si on fait le calcul, finalement, les suicides déclarés en établissement représentent entre 5 et 10 de l'ensemble des suicides. Donc c'est une minorité, l'ensemble des suicides, mais c'est une grosse minorité. Et puis surtout, ça a lieu en établissement de santé, ce qui est toujours extrêmement choquant. Comme Xavier l'a dit également, ça touche
surtout le milieu sanitaire, mais aussi le médico-social, et notamment les EHPAD. Et dans le milieu sanitaire, ça n'est pas que la psychiatrie, même si la psychiatrie prend beaucoup de place, pour des raisons évidentes, hein, de facteurs de risque, mais on trouve beaucoup de suicides également en MCO. Et puis, évidemment, il faut s'y intéresser parce que chaque suicide à l'hôpital est une onde de choc très, très importante. D'abord pour l'entourage du défunt, qui peut avoir confié à l'établissement un proche pour lequel ils étaient inquiets, notamment sur le risque suicidaire, mais pas seulement, et qui ont parfois été convaincus comme ça d'une hospitalisation pour les mettre à l'abri, puis on va les appeler pour leur dire que la personne s'est suicidée. Et puis, indépendamment de la question du suicide en établissement de santé, perdre un proche de suicide, c'est toujours un choc terrible, notamment pour les 15 à 30 personnes les plus proches. Mais comme l'a dit aussi Xavier, en fait, c'est bien plus que ça, hein. Il y a aussi des gens qui connaissaient de loin, par exemple au boulot ou dans d'autres circonstances, la personne. Et donc, c'est un choc très, très important. Pour les premiers impactés, hein, les études ont rapporté, les études qualitatives ont rapporté que bah, ça a été un tsunami, un cataclysme, une bombe, une déflagration. Les gens se sont trouvés en état de choc lorsqu'ils ont appris le suicide de leurs proches. Et puis, ça peut conduire, vous voyez, dans certaines études, à un deuil prolongé. Les gens n'ont jamais repris un fonctionnement normal, hein, jusqu'à 20%, 10 ans après le suicide d'un proche de premier degré, avec un risque élevé pour ces personnes de dépression, d'idées suicidaires, de faible qualité de vie, voire de suicide. Lorsque le suicide a lieu à l'hôpital, ça va être aussi une onde de choc pour les autres patients, hein. Alors là, il n'y en a pas beaucoup d'études, mais de manière très pragmatique, ben voilà, il y a un suicide dans un établissement, vous pouvez connaître la personne, et puis ce suicide, ça va amener dans l'établissement la police, il va y avoir toute une série de choses extrêmement inquiétantes pour les autres patients qui vont se passer, avec un risque d'aggravation de symptômes de stress, de trauma. Et puis, ce qu'on craint toujours, on en parle beaucoup actuellement, un risque de contagion suicidaire. C'est très à la mode, hein, on parle beaucoup de ça. Alors moi, suis très vigilant là-dessus parce que je pense qu'on a quand même des preuves que ça peut exister. Après un suicide, il peut y avoir plusieurs autres suicides. Mais c'est quand même un risque très très faible. Le plus souvent, après un suicide, il ne se passe pas d'autres suicides. Donc il ne faut pas non plus grossir trop ce phénomène, il faut l'avoir en tête. Il faut se dire aussi, il va falloir prendre soin, après un suicide en établissement, des autres patients. Et puis, c'est une onde de choc aussi pour les soignants, hein. Très clairement, là aussi, il y a quelques études, je vous cite quelques chiffres d'une étude chez les psychiatres, mais évidemment, c'est vrai de tous les soignants. Chez les psychiatres, 87% des psychiatres français disent avoir été exposés un jour au suicide d'un patient. Ça a créé beaucoup de chocs, de culpabilité, de tristesse aussi. On connaît parfois ces patients depuis longtemps qu'on suit en consultation. 13% rapportent des symptômes qui ressemblent à un état de stress post-traumatique. Certains, jusqu'à 15% des gens qui ont été interrogés, on n'a pas interrogé ceux qui sont déjà partis, mais certains ont pensé changer de métier. Et c'est un effet qui est beaucoup plus important chez les jeunes soignants. Et puis, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'un suicide à l'hôpital, ça va être une grande désorganisation pour le service. Des gens vont partir, des gens vont changer leur manière de travailler, ça peut modifier considérablement les liens de travail. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, il faut vraiment penser la prévention du suicide. C'est une mort évitable et puis c'est une mort qui a un retentissement très, très important et parfois de manière très prolongée. On va se souvenir de suicides qui ont pu avoir lieu dans les services des années auparavant. Alors, je pense qu'avant de voir ce qui marche, et puis on a commencé déjà à en parler, je vais quand même survoler cette question parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et puis vous allez revenir là-dessus au cours de cette semaine, mais je voulais quand même rappeler quelques notions utiles sur les conduites suicidaires. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, mais la recherche a mis en évidence un certain nombre de facteurs, et là je vous ai identifié certains points qui me semblent essentiels pour penser la prévention du suicide, qui donnent du sens à ce qu'on fait, alors que certaines mesures peuvent sembler pas du tout intuitives. Mais si on connaît mieux finalement la dynamique de la crise suicidaire, ces mesures peuvent faire sens. Le premier point, c'est que la majorité des gens avec des idées suicidaires ne vont pas passer à l'acte. Alors c'est une bonne nouvelle. Vous avez ici les chiffres du baromètre santé en population générale française adulte.
Eh bien, une étude qu'on a publiée l'an dernier qui montre qu'il y a à peu près 5% des gens qui déclarent avoir eu des idées suicidaires dans l'année. Donc, c'est une minorité de la population générale, mais enfin, ça fait une grosse minorité, ça fait beaucoup, ça fait plusieurs millions de personnes chaque année. Et sur ces 4,7 à 5%, disons, on va retenir 5% d'idées suicidaires, dans l'année, il y en a moins de 10% qui déclarent être passés à l'acte. C'est un petit peu plus de passage à l'acte chez les jeunes, mais il y a eu d'autres études auparavant. C'est toujours une minorité. La majorité des gens en crise suicidaire ne vont pas passer à l'acte. C'est une bonne nouvelle. Euh, Évidemment, 5%, c'est en population générale. À l'hôpital, où on a des gens qui souffrent, où on a des gens qui sont en situation de vulnérabilité, de fragilité, on peut s'attendre à ce que ce chiffre soit bien plus important, évidemment. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que ça va être un des facteurs qui contribue à rendre la prédiction des actes suicidaires difficile. C'est-à-dire que c'est un événement rare, hein, le suicide. Même les tentatives de suicide qui sont plus fréquentes restent des événements rares. Et ça fait que la prédiction est difficile. J'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire dans quelques diapos. Le deuxième point, c'est que la séquence suicidaire, elle est complexe. Alors, si on la schématise comme un entonnoir où face à une situation difficile, les gens ont plusieurs solutions disponibles, mais certains vont glisser dans un état psychique pathologique, les amenant à penser que la seule solution à leurs problèmes et à leurs souffrances, c'est le suicide. Cette séquence, on peut la schématiser comme ça. Le plus souvent, il y a un événement de vie négatif. Attention, celui qui va précipiter le geste n'est pas forcément le plus important. Ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand on vit des événements de vie négatifs, et c'est la vie de tout le monde, hein, la vie est faite d'adversité. Le plus souvent, on va sortir de cet état. Ça va pas être un moment très agréable, on n'ira pas plus loin. Certains vont aller vers un état extrêmement intense, fait de beaucoup d'émotions négatives, de sentiments, d'échecs, de pertes. Je l'ai mis en gras parce que c'est un élément essentiel de la crise suicidaire, sentiment d'avoir perdu quelque chose, objectivement ou symboliquement. Et puis, ça va donner lieu à un élément essentiel de la crise suicidaire, qui est la douleur psychique. Ça a été décrit depuis longtemps. C'est un élément central de la crise suicidaire. À côté de cette douleur psychique, il va y avoir une pensée très ruminative, obsessionnelle. Les personnes tournent ces problèmes dans la tête et plus elle y pense et plus elle est désespérée de trouver des solutions. Alors même, on peut sortir de cet état, évidemment. Et beaucoup de gens vont sortir de cet état sans aller à l'étape suivante. Certains vont développer des idées suicidaires qui seront vagues, puis de plus en plus intenses, et allant jusqu'à éventuellement avoir pensé à un plan, voire avoir préparé ce plan. Mais ces idées suicidaires vont toujours être marquées par une grande ambivalence. Les gens, on a quand même en nous des choses qui nous relient à la vie, heureusement, et qui font que on va se donner, ou beaucoup de gens vont se donner jusqu'au dernier moment des chances quand même de pouvoir s'en sortir. D'où l'idée que quand même la main tendue, et ça va nous renvoyer à vigilance, dont vous allez reparler plus tard, un petit coup de fil, même de quelqu'un qu'on ne connaît pas, en disant, voilà, on est au courant de votre situation, comment ça va? Ben, ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Alors avec ces idées suicidaires, je viens de vous le dire, beaucoup vont sortir quand même sans passer à l'étape suivante, et malheureusement, un certain nombre vont passer à l'acte, c'est ce qu'on appelle donc la transition suicidaire, des idées aux actes, cet acte pouvant être létal malheureusement. Pour certains, après un acte suicidaire non létal, ben, ça va être l'opportunité d'une résolution de la crise suicidaire, mais pour d'autres, il y a un risque de réitération. Dans l'année qui suit une tentative de suicide, à peu près 15% des personnes réitéreront leur geste et 1,5% décédera de suicide. Donc encore une fois, vous voyez, vous avez des chiffres qui montrent qu'avoir fait une tentative de suicide augmente le risque d'en refaire une, voire même de mourir de cet acte. Mais la majorité des gens qui font une tentative de suicide ne mourront pas de suicide. Alors dans quel but réalise-t-on un acte suicidaire? Je viens de le dire, de loin, c'est mettre fin à ses souffrances. De loin. Ceci dit, il peut y avoir aussi d'autres raisons. Fuir une situation intenable, rechercher de l'aide, hein. Et puis tant mieux que certains gestes suicidaires ne soient que des appels à l'aide. Alors, souvent, on a tendance à dire que c'était un appel à l'aide, ce n'était pas un vrai geste. Ben, heureusement que c'était un appel à l'aide, et puis on va l'écouter, on va l'entendre et on va y répondre, et c'est une occasion d'aider la personne. Ça peut être aussi montrer son hostilité, hein. C'est ce qu'on voit par exemple dans certains gestes suicidaires qui ont lieu sur les lieux de travail. Pourquoi finalement se suicider sur un lieu de travail? Pourquoi pas le faire chez soi? Ben, parce que souvent, il y a un message quand même derrière cet acte.
Les personnes suicidaires, et ça c'est vraiment le grand message à transmettre dans les équipes de soins, ne veulent pas mourir, elles veulent arrêter de souffrir et elles ont le sentiment que seul le suicide ou un acte suicidaire peut mettre fin à leur souffrance. Donc gardez en tête face à une personne suicidaire, cette personne est en souffrance. Peu importe si on juge la situation euh, importante ou pas, c'est le vécu subjectif de la personne qui compte. Alors, un autre point essentiel de la crise suicidaire qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est le plus souvent un état temporaire. Ça, on peut le dire aux patients. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Mais il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident durant cette période. Et le deuxième point, c'est que c'est un état le plus souvent fluctuant. Donc les gens vont le décrire, ils vont dire il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où je me lève avec des idées suicidaires et après ça va mieux. Ou l'inverse. Ça va mieux le matin, mais quand arrive le soir, j'ai ces idées suicidaires qui m'envahissent. Alors ça, il va falloir y penser lorsqu'on va évaluer la crise suicidaire. Il va falloir essayer de lancer un petit filet là avec notre question pour évaluer les derniers jours. Est-ce qu'au cours des derniers jours, il y a eu des pensées suicidaires qui pourraient faire penser que la personne, même si aujourd'hui ça va bien, elle est quand même dans une période de crise suicidaire. Et dans cette crise suicidaire, ben, il peut y avoir un grand moment, vous voyez, qui est représenté par ce grand pic vers le haut, où voilà, un grand moment de désespoir, une mauvaise nouvelle, même mineure, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, la personne se dit, allez, basta, j'en ai marre, c'est insupportable, et je passe à l'acte. S'il y a un moyen létal à disposition, la personne va mourir, ou a de fortes chances de mourir. S'il n'y a pas de moyen létal, ben, ce pic, il peut retomber. Hein. Ce n'est pas intuitif, on pourrait se dire finalement, si la personne n'a pas de moyen sous la main, elle ira en chercher un autre. Ben, la plupart des gens ne font pas ça en fait. Si au moment de leur grand désespoir, il y a un moyen, ils vont passer à l'acte. S'il n'y a pas de moyen, ça rend le geste difficile, l'ambivalence peut réembarquer, et puis voilà, les choses vont retomber, la personne éventuellement va demander de l'aide après, alors qu'elle était sur le point de passer à l'acte. Et là, on voit bien tout l'intérêt de la sécurisation. Un grand moment de désespoir dans une chambre d'hôpital. Euh, L'infirmier, je l'aime bien, tout ça, mais là, elle ne pourra pas m'aider, je passe à l'acte. Hein. Et si cette chambre est sécurisée, ben, il n'y a pas d'acte possible. Et donc, éventuellement, là, je vais aller demander de l'aide. Et ça c'est vraiment essentiel pour comprendre cette idée de la place centrale de la sécurisation dans la prévention du suicide, en général, sécurisation du lieu de vie, et en particulier en établissement de santé. Un dernier point avant de voir les mesures de prévention possibles. Il n'est pas possible de prédire le suicide avec prédiction. Les gens qui pensent faire ça, les soignants qui pensent faire ça sont dans l'erreur et éventuellement ça va les mener à de la iatrogénie. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. La prédiction clinique d'un geste suicidaire après un geste suicidaire, la valeur prédictive positive, c'est-à-dire quand j'ai jugé la personne à haut risque, quel est le risque qu'elle meure de suicide, le plus souvent on tombe à côté de la plaque. Est-ce que d'ajouter des échelles, ça améliore les choses? Oh, on adorerait, on aimerait ça. Hein. Et puis, je sais bien que dans le milieu de la qualité des soins, etc., on aime beaucoup les échelles, mais malheureusement, il n'y a aucune échelle qui a montré une capacité prédictive très très importante, ni de prédiction du suicide, ni de prédiction des gestes auto-infligés en général. Si on fait des algorithmes avec plein de variables, ça améliore? Non, ça améliore pas. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Si on fait du machine learning, est-ce que ça améliore? Ben, ça a l'air, oui, globalement, plus on met de variables dedans, plus on améliore, mais on n'améliore pas de manière significative et rien qui soit différent du jugement clinique. Les actes suicidaires, parce qu'ils sont rares, imposent un plafond à ce qu'on appelle cette valeur prédictive positive. Donc, il ne faut pas chercher à classer les patients en haut et bas risque parce qu'on ne sait pas le faire. Finalement, ce qu'on peut garder en tête, c'est que tous nos patients en établissement de santé ben, doivent être considérés à risque parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont en situation de faiblesse, parce qu'ils sont en situation de vulnérabilité, parce qu'à l'hôpital, on trouve plus de gens qui sont en situation d'isolement, de fragilité aussi sociale, etc., qui cumulent les facteurs de risque globalement. Et donc, bah, même si certains sont un petit peu plus que d'autres, tous sont à risque et on est très très mauvais. Donc, il faut garder ça en tête. On ne sait pas prédire avec prédiction. Est-ce que pour autant il n'y a rien à faire? Non, Xavier l'a déjà dit. Il faut juste se focaliser sur autre chose. Il ne faut pas se tromper de cible. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est arrêter d'essayer d'évaluer un risque
qui est un risque statistique. Oui, on peut évaluer un risque statistique sur une large population, on fait ça dans des études, mais au niveau individuel, un patient, celui qui est en face de nous, qui rentre à l'hôpital, qui est dans sa chambre, qu'on voit en consultation, il vaut mieux évaluer ses besoins actuels. Alors, un besoin actuel, c'est est-ce qu'il est en crise suicidaire? Et s'il est en crise suicidaire, le besoin, c'est un besoin de sécurisation. On y revient. Mais c'est aussi réduire sa souffrance, celle qui l'a amené à avoir des idées suicidaires. Et réduire la souffrance, ben, c'est du soutien, c'est la mobilisation d'entourage, c'est briser l'isolement, c'est donner de l'espoir. Bon, éventuellement, ça peut être aussi d'utiliser de la kétamine. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi des données là-dessus sur la réduction de la souffrance psychique avec de la kétamine. On peut jouer sur beaucoup de choses, réduire les problèmes de sommeil. Si la personne dort, elle va pouvoir se reposer. Ça va réduire sa fatigue, ça va réduire la charge mentale et les idées suicidaires. Agir sur l'anxiété s'il y en a, agir sur la dépression s'il y en a, etc., etc. Donc identifier vraiment les besoins actuels du patient. Alors, j'en viens à la dernière partie, c'est finalement à à la partie suivante, c'est ces actes suicidaires en établissement de soins. Je vais passer rapidement. Ils sont très, très importants, hein. Plusieurs méta-analyses l'ont montré. Je vous montre une grande méta-analyse, la dernière qui date de 2015. Le taux de suicide en psychiatrie, hein, il est globalement de l'ordre de 147 pour 100 000 patients année, ce qui est énorme. Et ce papier nous dit, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'au fur et à mesure des années, il a tendance à augmenter. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est plus sensible à ça? Est-ce que nos mesures sont meilleures? Ou est-ce qu'il y a un vrai problème d'augmentation du suicide en établissement de santé? Euh, le papier ne répond pas à ça, mais la question est là. D'autres études et beaucoup d'autres études nous rappellent aussi que le suicide, c'est pas que durant l'hospitalisation, c'est beaucoup à la sortie de l'hospitalisation. Il y a un pic à la sortie de l'hospitalisation qui est très très important, notamment dans les premiers mois, dans les 3 premiers mois, mais qui reste important, notamment la sortie de l'hospitalisation psychiatrique, mais pas que. Là, je vous montre une étude en post-hospitalisation psychiatrique, mais il y a d'autres études qui ont montré aussi en sortie d'hôpital général le risque est quand même encore très, très important. Donc, ça nous oblige, nous aussi, à penser, l'hospitalisation, c'est quoi? L'hospitalisation, c'est pas seulement lorsque le patient rentre à l'hôpital ou lorsqu'on lui remet les papiers de sortie. Ça commence avant, ça se prépare avant et ça se poursuit après. Comment penser la post-hospitalisation et éviter éventuellement un sentiment d'abandon de la part du patient. Voilà. Ça, c'est très rapide. Venons-en à la prévention du suicide en établissement de soins. Oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher tous les suicides, ça on ne sait pas faire. Mais si on se donne les moyens, on va empêcher beaucoup, beaucoup de suicides parce que d'autres l'ont fait, comme l'a rappelé Xavier. Alors il y a un certain nombre de recommandations. Le rapport la HAS nous donne quelques pistes. Et comme on l'a dit, il y a en préparation les recommandations de la DGOS. Caroline vient de les rappeler. Et puis parallèlement, ça a été une coïncidence, mais on avait déjà lancé au niveau du GEPS. Ah oui, Xavier, je ne suis pas président du GEPS, hein. C'est Catherine Massoubre. J'ai oublié de le corriger. Je voulais corriger au tout début, mais non, non, je ne suis pas président du GEPS. Catherine fait un super boulot et elle a accepté effectivement qu'on lance un groupe de travail qui a pris un petit peu de retard, mais on espère sortir nos recommandations du GEPS, la société savante francophone de suicidologie, cette année. Et puis, parce que je vais en reparler, il faut penser prévention et postvention. Et là aussi, sur la postvention, il y a un certain nombre de recommandations qui devraient sortir, à la fois du GEPS, notre groupe de travail, et puis la DGOS s'est emparée, c'est les prochains axes de la stratégie nationale de prévention du suicide, s'est emparée de cette question de la postvention individuelle, mais aussi collective, institutionnelle. Donc il va y avoir cet aspect spécifique qui va vous intéresser. Alors, on a conduit une revue de littérature sur la prévention du suicide. Deux internes ont fait cela, qui était la première étape finalement de la formulation de recommandations du GEPS. Et puis, alors je vais y passer très très rapidement, on va publier ça, hein, vous allez pouvoir le lire bientôt de manière plus claire. Il n'y a pas un haut niveau de preuves scientifiques, hein, ça c'est clair, il n'y a pas d'études qui ont été répliquées avec des méta-analyses qui confirment. C'est assez compliqué à mener des études, mais on a quand même des études avec un niveau de preuve, notamment la sécurisation, le personnel en nombre suffisant, des actions qui devraient être multidisciplinaires ou multimodales, hein, ça on le sait, la prévention de suicide ne peut pas reposer sur une seule action, il faut qu'il y en ait plusieurs en même temps. Les dispositifs de recontact, Vigilance a été avant tout créé pour être un recontact post-urgence,
mais il faut vraiment penser vigilance en post-hospitalisation complète, hein. Les rendez-vous à court terme à la sortie. Le plan Alors après, on va sûrement émettre un certain nombre de recommandations pour lesquelles on n'a pas un niveau de preuve très très élevé, mais on pense que ça devrait marcher, comme les plans de sécurité à la sortie de l'hôpital, la formation du personnel, le traitement efficace de la maladie mentale. Et puis il y a des choses qui ne sont pas du tout efficaces. Les secteurs fermés ne préviennent pas du suicide. Je vais revenir très brièvement tout à l'heure. L'observation constante des patients identifiés au risque, mettre un infirmier devant un patient 24 heures sur 24, bah, ça va pas marcher. Et les contrats, pas de suicide, qui sont un vieux truc totalement dépassé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est vers là probablement qu'on va aller de nos recommandations, hein. Là, j'anticipe un petit peu, c'est un groupe de travail qui va décider, mais sécurisation physique des lieux, limitation de l'accès aux moyens létaux, qui est vraiment une mesure essentielle de la prévention du suicide, reconnue et reconnue en dehors des établissements de soins, hein. Voilà, ça c'est une mesure essentielle, sécurisée. Le deuxième, c'est avoir un personnel en nombre suffisant, avec une qualité de la relation et une formation qui permettent d'interagir adéquatement avec une personne suicidaire, et puis maintenir le contact à la sortie. C'est des choses qu'on a déjà montrées en dehors de ce cas spécifique de la prévention du suicide en établissement, qui s'applique très très bien en fait aussi au cas de la prévention du suicide en établissement. Alors, très rapidement, voilà les grandes lignes, je pense, vers lesquelles on peut aller. D'abord, anticiper. C'est-à-dire que chaque établissement devrait penser un plan de prévention et de postvention, les deux, ensemble. Ça ne paraît pas logique hein, de se dire si je fais la prévention, pourquoi je ferais la postvention? Bah, parce que cette prévention, ça ne marche pas toujours totalement, et même s'il y a un cas de suicide. Et il faut préparer la suite. Et la postvention, c'est aussi de la prévention. C'est préparer c'est c'est- c'est apprendre de ce qui s'est passé pour prévenir d'autres actes. Donc, c'est avoir une culture de la prévention du suicide, c'est faire tomber de nombreuses idées reçues, Xavier l'a dit. Deuxièmement, j'ai déjà suffisamment dit, mais c'est sécuriser les lieux d'hospitalisation. Il faut sécuriser les locaux, il faut sécuriser le mobilier, il faut penser l'inventaire des affaires, non pas comme une fouille, de la même manière qu'un entretien psychiatrique n'est pas un interrogatoire de police, c'est un entretien, c'est un échange. Eh bien, l'inventaire des affaires, c'est un acte de prévention et c'est pas une fouille. Finalement, on doit former aussi le personnel à l'inventaire. Former le personnel, c'est apprendre l'évaluation de la crise suicidaire. C'est pas si compliqué. Ça met mal à l'aise au début, mais c'est pas si compliqué. Et ça permet de changer les très nombreuses attitudes négatives des soignants vis-à-vis des personnes suicidaires. Il y a un nombre considérable d'études qui montrent comment les soignants ont une attitude très négative envers les personnes suicidaires, les soignants aux urgences, les soignants en service de chirurgie, en service de grands brûlés, en réanimation, en anesthésie, etc. Et la formation change ces attitudes négatives et ça permet déjà d'améliorer la connexion. Penser l'avant et l'après-hospitalisation, hein, je l'ai dit, vraiment communiquer avec les gens qui adressent les patients dans vos services. Faites des courriers de sortie. Ça, tout ça, c'est des recommandations essentielles, mais c'est aussi probablement des choses importantes pour la prévention du suicide. Organiser le suivi à court terme, une sortie d'hospitalisation psychiatrique, il faut donner rendez-vous aux patients dans les 7 jours. Ça peut être un coup de fil par un infirmier. C'est pas besoin d'être une consultation médicale, ça peut être un petit coup de fil par un infirmier qui connaît le patient, l'a vu. Comment ça se passe pour vous? Comment s'est passé le retour à domicile? Ça fait du bien et ça prévient probablement les suicides. Il y a quelques données scientifiques qui vont dans ce sens. Apprendre à identifier la crise suicidaire, hein. Oubliez les échelles et les questionnaires, sauf si vous faites de la recherche, mais apprenez finalement à poser la question de la crise suicidaire et à évaluer les besoins. Favoriser la qualité de la relation. L'élément essentiel, c'est le soutien, la réassurance, la disponibilité, c'est faire un lien de qualité, c'est montrer du souci pour... La clinique de la prévention du suicide, c'est une clinique du souci de l'autre. Euh, la psychoéducation est probablement quelque chose de très important. Je vais avancer. Assurer la transmission de l'information. On a vu beaucoup de suicides où la personne suicidaire avait été repérée, où la crise suicidaire avait été repérée, mais l'information s'est perdue. C'est un grand classique dans les établissements de soins. C'est à travailler. Communiquer avec les familles, hein. Un grand classique à l'hôpital psychiatrique, ça a été pendant quelques jours, on isole de l'entourage. Totalement aberrant comme idée. On isole d'un entourage toxique, oui, ça, c'est logique. Mais on n'isole pas, on renforce là le sentiment d'isolement qui crée les crises suicidaires. Il faut donner la permission aux familles de rendre visite, il faut travailler avec elles, il
faut préparer avec elle la sortie, il faut faire un plan de sécurité avec elle. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais c'est sûrement des choses que vous allez voir. Et puis traiter la maladie mentale, la souffrance physique et la souffrance psychique. Donc il faut interroger sur la souffrance psychique, tout comme on incite à interroger sur la souffrance physique. Alors très très rapidement, parce que vous allez le voir, on l'a dit, les vétérans américains, c'est un très bel exemple. Ils ont décidé de faire un audit des cas de suicide dans leurs hôpitaux. Ils ont identifié les moyens suicidaires, et puis si c'est une pendaison, comment la personne s'est pendue, avec quoi et à quoi. C'est très très détaillé. Ça fait penser que quand on interroge sur la crise suicidaire, hein, il faut être curieux. Jean-Louis Terra, qui a fait beaucoup de formations sur la prévention du suicide, disait l'absence de curiosité est un vilain défaut en suicidologie. Il faut être curieux. Si la personne a des idées suicidaires, c'est comment elle y a pensé. Est-ce qu'elle a accès à un moyen? Comment elle veut le faire? Si elle a pensé à une arme à feu, est-ce qu'elle a accès à une arme à feu? Est-ce qu'elle sait l'utiliser? Est-ce qu'elle a des cartouches, etc. Vous voyez, c'est vraiment, il faut aller loin. Ben là, c'est aussi ce qu'ils ont fait. Ils ont été curieux. Comment ça s'est passé dans les détails? Ça paraît une liste un petit peu morbide, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont fait une checklist, hein, sur laquelle on est en train de travailler dans le groupe de la DGOS, une checklist des moyens suicidaires, et puis ils ont sécurisé, parce que la checklist toute seule, elle ne sert pas à grand-chose, il faut sécuriser derrière. Et ce que montre cette très belle étude, c'est que même si leur taux de suicide était quand même assez bas, hein, au départ, c'est qu'on voit bien qu'ils faisaient quand même du bon boulot, eh bien, après la sécurisation des chambres et des lieux d'hospitalisation, le suicide est tombé à quasiment zéro. Et ce qui est très très important, c'est que non seulement ça marche, mais surtout ça a un effet prolongé. Hein, les formations, évidemment, il faut les faire, mais on sait bien qu'il y a des limites. Hein. Les formations, il faut les faire et les refaire. Le personnel tourne, il a d'autres priorités, etc. Donc ça demande un engagement au long cours. Si vous sécurisez des établissements, non seulement ça marche, mais sauf si on touche à la structure, normalement ça marche de manière prolongée. Et ça vaut le coup. Petite parenthèse, euh, on peut sécuriser et que ça reste des lieux de vie agréables. Hein, le terme qu'on entend, bunkerisation, non, non, on peut sécuriser que ça reste des lieux de soins agréables avec un lieu de vie agréable. Donc on peut faire la sécurisation de belle manière. Cette checklist, on est en train de vous la traduire, on est en train d'y travailler pour l'adapter au système français. Donc elle va arriver, vous allez pouvoir l'utiliser. Je pense que vous en reparlerez cette semaine. Très rapidement, est-ce qu'il faut fermer les portes à clé des services? Il y a une très belle étude allemande. Vous aurez toutes les diapos, vous pourrez regarder ça en détail, qui nous dit bah non, bah, non. Et étonnamment, les services qui ferment leurs portes ou les unités qui ferment leurs portes, elles n'ont pas moins de suicides, elles ont même plutôt plus de fugues, ça c'est curieux, et puis voire même plus de tentatives de suicide. Et ce qui est discuté, c'est qu'à partir du moment où vous fermez les portes, eh bien, vous changez la relation au patient. C'est plus la même relation d'être travailler dans un service fermé, un service ouvert. Et là, attention, hein, ils ont pris soin de faire en sorte de comparer ce qui est comparable. Hein. Évidemment, on peut dire en unité fermée, on a des patients plus graves. Ben là, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps de détailler, ils ont fait en sorte que les patients soient similaires dans les unités fermées et ouvertes. Ben, quand on compare ce qui est comparable, on se rend compte que ouais, ça questionne les services fermés. Je ne dis pas qu'il faut pas du tout de service fermé. Hein. Il y a des situations cliniques qui le nécessitent, mais est-ce que le service fermé pour raison suicidaire et surtout pour risque suicidaire est une bonne idée? Pour avoir travaillé pendant de nombreuses années dans un service spécialisé dans la crise suicidaire, on recevait que des patients suicidaires et suicidants, qui était un secteur totalement ouvert. On a eu très peu de fugues et on a eu très très peu de suicides alors que c'était des patients globalement à très haut risque de suicide. La surveillance des patients, ça pose beaucoup de questions. On ne sait pas trop comment il faut faire. L'observation continue, je l'ai dit, est souvent contre-productive. Euh, Beaucoup de soignants hein, sont très embêtés avec cette idée de surveillance continue. Ils trouvent ça très humiliant, intrusif. Ils ont le sentiment que c'est pas pour ça ils ont fait ce métier. Toutefois, je pense qu'il faut quand même que vous mettiez en place un plan de surveillance quand on pense qu'un patient est en crise suicidaire. Il y a aussi les conséquences légales à ne pas le faire. Mais il ne faudrait pas penser que ce plan de surveillance, ça doit être une surveillance constante, etc. Voilà, il faut réfléchir à ça. On n'a pas de preuves scientifiques de savoir exactement comment il faut faire. Alors, il faut que tout le monde apprenne à poser la question des idées suicidaires. Très simplement, voilà, il faut être dans une alliance thérapeutique parce que le patient a beaucoup de raisons de ne pas parler de ses idées suicidaires, la honte, la culpabilité, la peur des conséquences.
Il faut, au cours d'un entretien, identifier les souffrances, identifier les pertes, nommer les souffrances. Et puis, quand on pense qu'il faut poser la question des idées suicidaires, il faut y aller franco, en une étape. Il ne faut pas tourner autour du pot, ça ne donne que le sentiment que vous n'êtes pas à l'aise avec cette question. Et quand on pose la question, on ne parle pas de s'en aller, on ne parle pas d'idées noires, on ne parle pas de se faire du mal, c'est ambigu, on risque de ne pas être sur la même longueur d'onde. Avez-vous eu au cours des derniers jours des idées suicidaires? Puis on attend la réponse. Puis peut-être la réponse, ça sera d'abord un silence, parce que c'est gênant d'avouer ça. Mais c'est pas grave. Je vous donne quelques exemples un peu plus sophistiqués. Vous relirez ça tranquillement. Mais il faut que tout soignant, infirmier, psychologue, psychiatre, médecin, dans les services hors psychiatrie, apprennent à dire, là vous vivez une situation très très difficile, hein, vous m'avez dit, beaucoup de souffrance. Est-ce que ça a été au point d'avoir des idées suicidaires ces 15 derniers jours? Et si la réponse est positive, ben voilà, on ne banalise pas, on ne dramatise pas, on n'est pas dans le jugement, on montre au patient qu'il n'est pas seul, on a une écoute empathique, on dit qu'on va en parler ensemble, en équipe, on ne reste pas seul avec cette information et on ne laisse pas le patient seul. Et on demande ou on fait ou on essaye de faire une évaluation psychiatrique. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à un psychiatre, mais on peut faire une évaluation simple de l'état psychique du sujet. Penser l'articulation hôpital-vigilance, je l'ai dit, si les gens sont à l'hôpital pour une tentative de suicide ou si elles ont fait une tentative de suicide à l'hôpital, il faut contacter le vigilance local pour assurer cette surveillance post-hospitalisation. L'articulation est complexe hein, pour avoir travaillé dans 2 cellules vigilance de la région parisienne. Bah ouais, ça marche pas forcément très bien, donc il faut travailler ça. La contagion suicidaire, j'en ai dit un mot tout à l'heure, hein, c'est un phénomène rare, vous verrez ces références, mais réel. Il peut y avoir après un suicide dans un établissement d'autres suicides pendant les semaines qui suivent. Encore une fois, phénomène rare. Et puis, je l'ai dit, penser conjointement le plan de prévention et de postvention en établissement de soins. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails de ce qu'on peut faire, mais voilà. Un plan de postvention, c'est comme un plan blanc finalement à l'hôpital. C'est quand il y a un suicide qui arrive, on déclenche le plan de postvention. On a quelques personnes, deux, trois, qui sont formées, qui sont appelées, qui vont intervenir, qui vont conseiller le service sur ce qu'il faut faire immédiatement, à court terme, à moyen terme et à plus long terme, et qui suit le cas ensuite, 6 mois, un an, s'il faut, pour pouvoir s'assurer que au niveau individuel, les gens qui ont été les plus impactés ont repris le cours de leur vie, sont bien suivis si c'est nécessaire, et puis que le service a repris un fonctionnement normal. Voilà, il y a beaucoup de choses, on en a parlé à améliorer, hein. La déclaration, évidemment. On a besoin de savoir plus précisément ce qui se passe dans les services. C'est comme ça qu'on peut ensuite organiser au niveau national la prévention. Et puis, évidemment, avoir une meilleure pratique lorsque malheureusement un suicide a lieu, de revues de mortalité et morbidité. Donc, reprendre le cas et voir ce qu'on peut améliorer pour empêcher de nouveaux cas de suicide. Je vais m'arrêter là. Je suis vraiment désolé de ce survol vraiment ultra rapide, mais c'est pour vous donner un peu quelques grandes directions. Et je serais ravi de répondre à vos questions dans un instant, mais je sais que vous allez de toute façon revoir en détail beaucoup de ces choses-là. Je vous donne quelques petites infos pour vous tenir informé sur cette question du suicide. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment, hein. On est ravis, hein. Il y a plein de choses. Alors moi, j'ai créé une petite chaîne YouTube. Vous avez quelques vidéos et des cours aussi en ligne. Les cours que je fais aux internes, je vous les ai mis en ligne. Donc, si les gens veulent creuser, il y a aussi des vidéos plus anciennes, historiques, qui sont tout à fait intéressantes. Et parmi ces vidéos, vous avez les vidéos qu'ont fait la PHP il y a quelques années, qui sont super, sont très très courtes, vous voyez, 2, 3, 4 minutes, et qui sont à destination des soignants en service de médecine et de chirurgie. Donc, vous avez identifié à l'hôpital la crise suicidaire en cancéro, vous voyez, dans un service d'urgence, etc., en gériatrie. Et vous avez toujours une situation où la personne veut bien faire, mais ne fait pas très adéquatement. Et puis, un petit mot d'explication. Et ensuite, la même situation, on aurait pu faire différemment avec le même temps, c'est-à-dire peu de temps, souvent. Mais on peut faire très, très bien là-dessus. Regardez ces vidéos si vous ne les connaissez pas, et puis utilisez-les pour vos formations. Ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, vous avez la bibliothèque Henriet à l'hôpital Sainte-Anne où je travaillais quelque temps.
Beaucoup, beaucoup d'informations. Le fonds Jean-Pierre Soubrier, très, très riche sur cette question du suicide. Vous avez évidemment beaucoup de formations en cours et notamment, ça fait partie de la stratégie nationale, il y a un axe sur la formation à la fois des professionnels de santé et puis des sentinelles, qui sont des gens qui ne sont pas des professionnels de santé, formations qui ont été créées par le GEPS et qui sont forcément disponibles dans votre région. C'est partout en France, c'est porté par les ARS et puis les organismes de formation. Vous avez par exemple le CNQSP pour l'Île-de-France et le Grand Est. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi vous connecter à mon e-journal club que j'ai mis en place cette année. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de science en suicidologie, puis c'est dommage que les gens qui sont intéressés par ça n'y aient pas accès souvent. Les articles sont difficiles à trouver. Et puis c'est souvent réservé aux chercheurs, aux services universitaires. C'est bien dommage. La science, elle doit être ouverte à toute la population. Donc vous pouvez vous connecter, vous m'envoyez un petit courriel et je vous mettrai sur ma mailing list. C'est une fois par mois, plus souvent le mercredi, mais parfois le mardi ou le jeudi, à 18 h. Ça dure 1 h 30 et c'est totalement gratuit. Mais oui, mais oui. Vous pouvez aussi vous connecter à infosuicide.org. Ils ont une newsletter très, très intéressante. C'est très bien fait. Il y a un peu de science et puis il y a un peu d'événements régionaux qui sont des informations. C'est totalement gratuit. Évidemment, beaucoup de choses sur Internet. Vous avez ici le monsieur qui s'est retrouvé policier sur le Golden Gate Bridge, qui a fait de la prévention du suicide. Il n'avait pas choisi de le faire, mais il a appris à parler aux gens qui étaient sur le point de sauter de ce pont magnifique, mais grand meurtrier, 2 suicides par an par mois pendant des années. Il fallait le sécuriser. Il y avait énormément de gens qui disaient, bah non, ça va être moche, ça va coûter cher et de toute façon, ça sert à rien. Vous voyez, tout ce que vous allez entendre quand vous allez vouloir sécuriser votre établissement, ça va être moche, ça va coûter cher et de toute façon, les gens, ils vont pouvoir se suicider ailleurs. Non, c'est pas vrai. Bah, bon, il y a des gens qui ont tenu bon et désormais, le Golden Gate Bridge est sécurisé. Il a fallu du temps. Vous avez en dessous un monsieur qui a sauté du Golden Gate Bridge et un des rares survivants et qui dit bien que quand il était en l'air, eh ben, il s'est dit trop tard. Et on voit bien l'ambivalence. Les gens ne veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Vous avez aussi, 2 derniers points, le DIU de suicidologie qu'on organise avec Lyon et Bordeaux pour un public varié, professionnels de santé, mais pas que, bénévoles. Si vous êtes travaillé dans l'administration, voilà, vous êtes les bienvenus, si vous êtes chercheur aussi, bénévole d'association. Donc, on se partage. C'est un petit DU pour rester très, très interactif et que tout le monde crée des réseaux et reste en contact après. Et on a une approche très multidisciplinaire. On parle de psychiatrie, psychologie, de sociologie, vous voyez, d'anthropologie, d'éthologie. Est-ce que les animaux non humains se suicident? Vous aurez la réponse si vous venez au DU. On parle de théologie. Et puis, cette année, on a la chance, vous savez, le GEPS organise ses journées annuellement, quelque part en France. Cette année, c'est à Paris, les 25 et 26 septembre, dans un lieu prestigieux, la Maison de la Chimie. On vous a prévu un très beau programme. Et dans le programme, vous pouvez aller sur le site, je crois que c'est jepscongrès.com. jepscongrès.com. Vous avez un programme avec des invités internationaux. On va parler de l'hôpital psychiatrique au XXIe siècle, on va parler des psychédéliques, on va parler de l'intelligence artificielle, des médias, de l'aide à mourir. Mais comme chaque année, vous avez la veille des ateliers qui vont se dérouler à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre, où je travaille. Et vous avez un atelier, donc voilà, tout le monde peut s'inscrire. Vous inscrivez à un atelier le matin, un atelier l'après-midi. Vous avez le programme ici de la matinée. Vous voyez, vous avez la prévention du suicide dans l'établissement de soins. On va passer 3 heures à parler du sujet et aussi de postvention. Voilà. Et l'après-midi, vous voyez, on va parler de différentes choses. Également de postvention en institution, de mettre un plan de protection à l'hôpital ou en consultation. Donc voilà, ça va poursuivre votre formation continue, la formation continue personnelle avec qui vous travaillez. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, merci infiniment, Fabrice, pour ce tour complet de la situation. C'est vrai que c'est toujours frustrant parce que on aimerait pouvoir avoir des heures sur le sujet, tant le sujet est passionnant, compliqué et intéressant cependant. Tu l'as dit, effectivement, on va revoir
un certain nombre des points que tu as évoqués tout au long de la semaine. Donc, c'est ça qui sera intéressant. Et en tout cas, ça permet de voir là, en tout cas, dans ta présentation, de remettre le tout en perspective. On voit qu'on peut avoir, c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que on a, euh, en fait, on a un champ des possibles en termes d'action qui est assez important, avec comme un pilier principal, je le retiens bien et je suis entièrement d'accord avec toi sur la sécurisation de l'environnement. Moi, je dis souvent que c'est un peu comme une chambre d'enfant. C'est-à-dire que une chambre d'enfant, on va la sécuriser pour éviter que notre enfant se blesse. Ça ne veut pas dire qu'elle est moche, la chambre d'enfant. Et donc, voilà, une chambre d'un résident, une chambre dans un foyer, une chambre d'un patient, c'est pas obligatoirement moche. Pourtant, ça peut être sécurisé. Il y a des choses qu'on peut faire pour les sécuriser sans parler de bunkerisation. Même si la bunkerisation, en tant que, effectivement, on va essayer de protéger le patient contre lui-même, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose de moche et c'est sûrement pas une chambre d'isolement qui va régler le sujet. On a pas mal de questions. Notamment, on a une question dont tu as déjà répondu, qui était, en partie en tout cas, la sécurisation d'une chambre quand la personne peut circuler. Est-ce un moyen réel d'éviter l'acte possiblement létal? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors j'ai commencé à y répondre. Ouais. Je disais, c'est pas intuitif, hein, encore une fois, de se dire on sécurise parce qu'on a toujours l'impression que de toute façon la personne peut aller ailleurs, hein. Mais le grand moment de désespoir, il va arriver la nuit dans les chiffres de suicide, hein, tu les as rappelés, Xavier, tout à l'heure, enfin, les chiffres du suicide en France, hein, dans les établissements français, Mm. rapportés à la HAS, montrent bien que bah, voilà, les gens ne sont pas partis se suicider ailleurs, hein. Beaucoup sont faits pendant la nuit, pendant les week-ends, etc. Donc, beaucoup ont la possibilité de partir, ne partent pas. Et puis, comme je l'ai dit aussi, fermer les portes des services ne protège pas en fait des fugues, ne protège pas des suicides. Et au contraire, ça modifie les relations. Et à titre personnel, comme je le disais aussi, je travaillais dans un service qui n'avait pas été fabriqué pour être un service de crise suicidaire. Voilà, à Montpellier, on avait récupéré un service dans un hôpital général pour mettre 20 lits de personnes suicidaires et suicidantes. C'est un service qui existe toujours, hein, que dirige le professeur Courtet. Et c'était un grand couloir avec un poste de soins qui était même pas du côté de la sortie, hein, qui était au milieu ou quasiment vers la fin. Et puis il y avait toutes les chambres alignées. Les gens avaient tout à fait la possibilité de sortir. Et c'était que des gens en crise suicidaire ou après un acte suicidaire. C'était l'objectif du service. Donc on avait 20 patients suicidaires dans le service. Il y a eu très peu de fugues. Et la durée d'hospitalisation était de 10 jours. Donc, on voyait beaucoup de gens, hein. L'idée, c'était vraiment d'évaluer la crise, de réduire la souffrance immédiatement, d'évaluer le patient sur le plan psychiatrique et ensuite de le réorienter ou vers le domicile, ou vers une clinique, ou vers l'hôpital psychiatrique local. Et bon, moi, c'est là où j'ai appris la suicidologie. Je me suis intéressé au sujet il y a plus de 25 ans et de manière très pragmatique, hein, voilà, ça marchait très très bien. Il y avait des équipes de soins très bien formées, hein, très à l'écoute des patients. Et, et il y avait, à l'époque, je ne sais pas s'ils le font toujours, j'imagine, mais il y a eu ensuite la mise en place d'un dispositif pour rappeler les patients à la sortie. Et c'était un des infirmiers du service qui rappelait les patients 7 jours après pour savoir comment les gens allaient. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est connecté à Vigilance, c'est connecté. Voilà. Mais alors, les chambres n'étaient pas très sécurisées. Pas plus que ça, parce que c'était pendant longtemps, ça n'a pas été un sujet finalement. Euh, alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui de cette question, mais donc on peut faire beaucoup avec des chambres ouvertes, hein, pas croire. Oui, on en reparlera d'ailleurs demain sur l'évaluation, sur l'évaluation justement immobilière du risque immobilier et des effets personnels, avec l'importance de sécuriser dans sa globalité. On va essayer de sécuriser d'abord, avant tout, la chambre du patient ou du résident, mais aussi l'accès plus général aux moyens létaux. L'idée étant d'y aller aussi de façon progressive parce que vous ne pourrez pas tout changer d'un seul coup.
Et on reparlera justement de l'idée de l'audit, c'est que au moins ça vous permettra déjà de prioriser déjà un certain nombre de risques, en sachant que l'idée c'est quand même voilà, d'essayer de sécuriser. Comme tu le disais, je me souviens une réunion on a eue ensemble, c'est un peu comme l'écologie, on en parlera demain, mais pendant longtemps, là on se plaint que l'écologie nous coûte cher en termes de mesures. Là on va se plaindre que la sécurisation des établissements nous coûte cher, mais peut-être que parce que si on l'avait fait il y a longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça nous coûterait probablement un peu moins cher. Alors, ça ne nous fait pas venir les moyens complémentaires, mais ça veut dire que là, il faut quand même qu'on pense sérieusement à les mobiliser et à les prioriser. Et plutôt que de changer avec des jolis rideaux, peut-être qu'il faut se poser la question des rideaux tout court, en tout cas de la tringle à rideaux qui supporte ces rideaux. Parce que si elle est vraiment très très solide, elle peut constituer un solide point d'attache et d'ancrage. Donc c'est des points importants à, à discuter, dont on pourra discuter demain. On avait effectivement d'autres questions qui étaient. J'ai vu qu'il y avait, il y en avait une aussi oui, concernant en fait la quantité de personnel en nombre suffisant et important pour la prévention du risque suicidaire, mais le manque de personnel est pourtant une réalité, surtout en EHPAD. Donc, comment pallier à cela lorsqu'on a des personnes qu'on a évaluées à besoin suicidaire? Parce que c'était à risque suicidaire, mais c'est plutôt à besoin suicidaire, en tout cas de prise en charge suicidaire important. Oui, alors la quantité de personnel qu'il faut pour prendre en charge les personnes suicidaires, c'est dur à dire. Personne n'a jamais évalué cela, à ma connaissance. Et puis, c'est pas juste une histoire de nombre, c'est aussi une histoire de disponibilité. On sait bien que le personnel aujourd'hui est beaucoup pris à des tâches administratives plus que des tâches auprès du patient. Et puis, tout le monde se plaint de cela. Euh, Encore une fois, il y a pas de solution idéale. Quand je dis, il y a une étude qui montre bien que dans un service de prise en charge d'adolescents, le nombre de gestes auto-infligés avait chuté lorsqu'ils avaient recruté du personnel en plus grand nombre. Alors, pas sur 24 heures, ils avaient mis plus de monde sur les moments où ils avaient identifié qu'il y avait plus de gestes auto-infligés de la part de ces adolescents. C'était intéressant, c'était surtout le soir. Et donc qui tendait à dire ce qu'on sait, qui semble une évidence, c'est que quand il y a plus de monde, c'est plus facile quand même de faire de la prévention du suicide, ça c'est certain. Et puis les chiffres de la HAS montrent bien aussi que beaucoup de suicides ont eu lieu dans les moments où il y avait moins de personnel. Bah, c'est le soir, c'est la nuit, et puis c'est au moment des changements aussi d'équipe. Donc clairement, la disponibilité du personnel de manière générale est un moyen de prévention du suicide dans les services. Ouais. Comment faut-il faire en EHPAD? Et là, je pense que tout est à faire. Je crois que beaucoup d'EHPAD ont sûrement déjà fait beaucoup et peut-être pourraient partager leur expérience, c'est-à-dire comment on fait de la prévention du suicide en EHPAD. Moi, je n'ai pas la réponse parce que je n'ai jamais travaillé en EHPAD. De manière générale, l'idée, c'est le sentiment que j'ai, mais vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui travaillent dans ces établissements, c'est de, c'est de pouvoir quand même repérer ces crises suicidaires d'abord, et c'est de poser la question. Et d'avant de poser la question, c'est d'identifier les situations de souffrance et de vulnérabilité. Or, en EHPAD, on sait bien qu'il y a des situations de souffrance évidentes, ou parce que les gens souffrent physiquement, ou parce qu'ils sont isolés. Et les entrées dans les EHPAD sont aussi des moments sensibles parce que les gens doivent quitter leur domicile. Euh, et ils peuvent le vivre extrêmement douloureusement. J'ai parlé de souffrance psychique. Il ne faut pas oublier que cette souffrance, elle va être déclenchée par des événements, mais moins que l'événement, c'est le vécu de l'événement, évidemment, qui est important. Alors, je cite toujours le cas d'une personne âgée qui peut plus rester seule chez elle, qui est reçue par ses petits-enfants, qui se font une joie de recevoir le grand-père, et puis
de le recevoir à la maison et de lui laisser leur chambre, et eux-mêmes, le couple va dormir dans le salon, etc. Vu de l'extérieur, dire il a quand même de la chance, il est très entouré. Le vécu, évidemment, de cette personne peut être différent. Et par exemple, il peut avoir le sentiment d'être un fardeau, qui est une vraie question chez les personnes âgées. Le sentiment d'être un fardeau. Voilà. Alors, on peut être en EHPAD et avoir le sentiment d'être un fardeau, parce que finalement, on coûte de l'argent aussi à la famille qui doit contribuer, qui vient tous les week-ends, etc. Donc, même si ce n'est pas le cas objectivement, mais le sentiment d'être un fardeau va conduire à, à de la souffrance, et la souffrance conduit certaines personnes à des idées suicidaires. Donc le premier, c'est comment améliorer finalement la formation du personnel pour qu'on soit sensibilisé à cette question. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est aux EHPAD de trouver la réponse interne. Comment et quelle place parmi tous les problèmes que les EHPAD ont à régler, hein, c'est toujours la question, où est-ce qu'on met la prévention du suicide alors qu'on a d'autres choses aussi à faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place comme plan pour, une fois qu'on a identifié les crises suicidaires, pour agir? Euh, Clairement en parler ensemble, hein, que la personne qui a appris que Madame X à la chambre 28 avait peut-être des idées suicidaires, on en parle à qui, comment on se réunit, qui peut intervenir, qui va voir la personne, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Donc il faut un plan de prévention à mettre en place. Sur la surveillance, c'est encore une fois la sécurisation de la chambre, hein, numéro un. Donc si c'est déjà sécurisé, c'est plus facile. Si c'est pas sécurisé, il va falloir y penser. Qu'est-ce qu'on peut sécuriser? Alors si elle est en étage peut-être et que la fenêtre s'ouvre, parce que j'espère que toutes les chambres d'EHPAD en étage sont sécurisées, mais si c'est le cas, il va peut-être falloir la changer de chambre. Enfin, après, l'intervention de crise, c'est souvent s'adapter, hein, à la situation, à ce qu'on voit. Quand on voit les patients Mm. suicidaires aux urgences, c'est souvent beaucoup d'adaptation, hein. On a des grandes lignes et puis après, il faut s'adapter, hein, parce que la personne, elle ne veut pas laisser son chat tout seul à la maison, parce que voilà, elle n'a pas l'entourage, mais il y a quand même un voisin, et c'est lui qui va être la personne ressource, etc. Donc il faut vraiment s'adapter aux besoins de la personne. Qui y a, qui peut faire. Et ça se pense en amont. Mais les grandes lignes, je vous les ai données. Voilà, c'est pas de fermer la porte de la chambre. Ça renforcerait le sentiment d'isolement. C'est pas, c'est de sécuriser l'endroit. C'est de voir ce qui pourrait la faire moins souffrir. C'est qu'est-ce qui, voilà, Euh, refaire de la connexion. Un élément essentiel dont j'ai pas assez parlé, peut-être dans cette présentation, encore une fois, survol, c'est que ce qui fait la crise suicidaire beaucoup, c'est le sentiment de déconnexion avec le monde social. La souffrance psychique, c'est une alarme de déconnexion du lien social. On est une espèce animale sociale. On a eu cette évolution de notre espèce s'est accompagnée du développement d'une alarme, comme l'alarme de la douleur physique, qui est nécessaire pour dire il y a quelque chose avec notre intégrité physique. Puis il y a une alarme psychique qui sonne, qui dit attention, il y a une rupture. Voilà. C'est pour ça que les séparations, ça fait souffrir. C'est pour ça que être mis au placard dans une société, ça fait souffrir. Même si on est entouré de gens, on est isolé. La solitude, ça fait souffrir. Cette alarme fait souffrir. Et donc, il faut refaire du lien, de la connexion. Et ça, déjà, ça réduit beaucoup de souffrance. Merci, oui, merci beaucoup. Effectivement, il y avait quelques commentaires sur effectivement, et tu l'as rappelé, l'idée de prendre quelques minutes pour créer du lien, pour poser la question. Il n'y a pas d'échelle en tant que telle, mais il y a des outils, en fait, il y a des manières de poser la question et d'identifier effectivement un patient qui a des idées suicidaires. C'est sûr que, on en reparlera jeudi, on abordera ce sujet de façon plus détaillée jeudi, l'idée, voilà, quels outils, on en reparlera aussi avec le 31-14, la façon dont ils posent la question systématiquement, mais ils osent poser la question, tu l'as dit tout à l'heure, et ça, c'est des points importants. C'est voilà, oser poser la question, oser aborder le sujet. C'est une des premières idées reçues, hein, que l'on a, c'est qu'effectivement, parler de suicide n'a jamais, jamais donné l'idée à un patient de se suicider. Il ne vous a pas attendu pour avoir ces idées-là, qu'au contraire, lui en parler sera peut-être le meilleur moyen de lui sauver la vie, parce qu'on Oui, ça pourra c'est un point évaluer les essentiel. besoins. Merci de le rappeler, Xavier, hein.
poser la question des idées suicidaires ne donne pas des idées suicidaires à quelqu'un, mais il y a plein de raisons pour qu'une personne avec des idées suicidaires n'en parle pas. Il y a plein de Mm. freins. J'ai un peu vaguement cité tout à l'heure, mais le blâme, la peur de paraître faible, la religion, etc. Il y a plein de raisons, variées selon les personnes, pour ne pas parler de ces idées suicidaires. Et donc, des études ont montré hein, que jusqu'à 10% des personnes qui se sont suicidées en France avaient vu un médecin le jour de leur décès. 30% la semaine de leur décès, 60% le mois de leur décès par suicide. Donc les gens qui se suicident ne sont pas des gens, ils peuvent être isolés socialement, mais ne sont pas en rupture de contact avec le système de santé. Et c'est plein Mm. d'occasions manquées. Alors on ne sait pas ce qui s'est dit dans ces cabinets ou ces consultations, mais vous voyez, les gens étaient probablement déjà en crise suicidaire. Et ça n'a pas été évoqué, ou les choses n'ont pas été faites, ou en tout cas, si ça a été fait, ça n'a pas marché. Mais le, on voit bien que voilà, beaucoup de gens en crise suicidaire sont en contact avec le système de santé et vont pas forcément en parler si on ne pose pas la question. Et c'est pas si compliqué, voilà, il faut se former à poser la question. Un deuxième point sur l'idée de briser l'isolement, comment on peut faire ça? Je pense que à l'hôpital, en tout cas partout où j'ai travaillé, on ne travaillait pas assez avec les associations qui sont très demandeuses. Il y a plein d'associations dans nos villes qui font un boulot formidable. Les associations de prévention du suicide, mais il y a des associations pour les personnes âgées, de lutte contre l'isolement, pour aider les jeunes LGBTQ, en fait, toutes les situations qui peuvent être difficiles, peuvent faire souffrir. Et il y a plein d'associations d'entraide, d'entraide par les pairs, etc. Je pense qu'il est temps que nous fassions rentrer à l'hôpital toutes ces associations. Alors, beaucoup d'endroits le font déjà, hein, mais je pense qu'il faudrait on travaille plus avec elles au cas par cas, encore une fois, en fonction des besoins individuels. Merci, merci beaucoup. Alors, je vois l'heure qui passe, qui passe. Il y a beaucoup, alors il y a d'autres questions, beaucoup d'autres questions auxquelles on va répondre tout au long de la semaine. Donc, je vais peut-être pas forcément les reprendre là. De toute façon, on va reprendre toutes les questions et on les soumettra aussi aux différents intervenants toute la semaine pour essayer de faire une foire aux questions qu'on proposera dans les semaines à venir pour pouvoir répondre et continuer à alimenter effectivement la conversation. Je suis navré parce qu'effectivement, je pense qu'il faut on rende l'antenne, comme on dit. On pourrait en parler effectivement encore beaucoup et très longuement parce que c'est un sujet qui est très riche. On va essayer de le faire encore tout au long de la semaine. Merci encore énormément à Caroline Bizet de nous avoir rappelé l'importance de la politique aussi nationale et montrer qu'effectivement c'était un sujet. Surveillez bien ce qui va effectivement ressortir, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui vont sortir. On va parler demain, on va parler d'un outil d'évaluation du risque immobilier, mais voilà, il devrait sortir grâce effectivement au travail qui est fait avec le ministère sur le sujet, plus d'autres outils. Donc vraiment, surveillez bien ça. Merci Fabrice encore de ces explications extrêmement claires, précises. Ça commence une semaine en fanfare. Merci encore infiniment.